que du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de closer des offres de 200, 500 euros à 47 000 euros. C'était beaucoup plus dur de closer celle à 500 que celle à 47 000 euros. Et à mon sens, je pense que les gens qui disent que le high ticket c'est mort, c'est parce que 1, leur produit est pourri, 2, marketing est pas bon, et 3, ils n'arrivent pas à délivrer et créer de la vraie transformation chez leurs clients. Client à 10 000 euros, facture envoyée, ça y est, j'ai payé. Client à 7 euros, ouais, est-ce qu'on peut faire un call? Attends, est-ce que je peux payer en 3 fois? Et tu prends le CPF et en fait, je peux avoir un remboursement, est-ce qu'il y a une garantie? Parce qu'on sait très bien que si aujourd'hui le programme qu'on vendait à 3 000 ou 25 000, on le vendait 10 fois moins cher, les gens ils mettraient 10 fois moins d'efforts. Warning, attention, ça sonne vendeur ou il y a arnaque. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est la fin du high ticket? Ce sera le sujet du jour. Aujourd'hui, on voit plein de conneries sur Internet. Bon, on connaît un peu déjà mon avis du coup, personnellement, sur soit il faut faire du low ticket, il y a une crise de la confiance, les gens ils n'ont pas d'argent, c'est la guerre mondiale et le business en ligne c'est en train de s'effondrer. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de marketer là-dessus ou tout simplement d'y croire réellement. En parallèle, il y a des vrais business qui sont en train de se crasher. J'ai vu Antoine BM par exemple qui partageait ses chiffres, etc. Et son truc est complètement en train de se crash. Donc on va pouvoir discuter de ça. Est-ce qu'il y a réellement une crise de confiance? Est-ce que le marché est plus mature? Comment s'adapter surtout au lieu de vouloir quitter le business? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur et continuer d'avoir des résultats? Vous, Alex et Tommy, dans les écosystèmes, vous avez de plus en plus de meilleurs résultats mois après mois. Nous, c'est pareil. Donc, voilà, quoi. On va aborder tout ça. Donc, je sais pas, peut-être Joseph, toi qui es là depuis longtemps, qui a tout testé, qui a tout vu en termes de tunnel, de low ticket, de high ticket, et tout ça. Est-ce que pour toi, le high ticket, c'est mort? Et sinon, pourquoi? Ben, perso, honnêtement, je pense que le high ticket c'est mort et il faut se virer sur le low ticket. Non, c'est pas vrai, je rigole. Le low Honnêtement, loin ticket, de là. actuellement, entre 1 et 7 euros, je pense, c'est le meilleur prix. Ouais, 7 euros avec upsell à 87, downsell à 17, triple upsell à 27 et 67. Non, je rigole. Non, je pense que le high ticket c'est loin d'être mort. Et au contraire, là, avec l'IA et les gens ont besoin d'une connexion humaine et d'une vraie transformation. Ils veulent se sentir qu'ils font partie d'une communauté, tu vois. Et low ticket, malheureusement, tu peux pas faire ça. Et lorsque tu fais des masterminds et des accompagnements high ticket où tu accompagnes tes clients à chaque semaine, etc., je pense que c'est vraiment ça que les clients recherchent. Et il y a de vraies transformations, alors que dans les low tickets, ben, on sait, le client est vraiment pas engagé. Tu vas attirer les pires clients. La rentabilité est pourrie. Surtout lorsque tu scales, il faut que tu dépenses énormément en pub. Il faut que tu sois un sorcier en marketing, tu vois, pour être rentable. Et je pense que le high ticket, au contraire, je pense que c'est juste le début et il y a énormément de place pour tout le monde et bien faire, quoi. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Hmm. Ouais, c'est ultra intéressant. Et je pense que déjà, la première question qu'on peut se poser pour commencer, ça, c'est la vente qui m'a appris ça, donc je la remercie. Mais c'est, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est le high ticket ou c'est les compétences des gens pour faire performer ce système-là? C'est deux choses différentes, déjà. Donc, le vrai problème, pour moi, il est là. Parce que je suis sûr qu'on prend 99% des gens qui disent que le high ticket, c'est fini et qui préfèrent le low ticket. Le vrai problème, c'est juste qu'ils n'ont pas un système aujourd'hui, des compétences ou une équipe, peu importe, qui leur permet de performer du coup dans le high ticket. Donc déjà, je pense que c'est retourner la vraie question. Moi, là, juste le point que j'aimerais vous demander, les gars, donc plus côté marketing, parce que vous avez testé les deux, vous l'avez expliqué déjà la dernière fois. C'est quoi en fait vraiment pour vous qui vous a fait switcher de OK, on arrête le low ticket pour passer sur du high ticket? Je sais que Joseph, il va être énervé là, il va faire un monologue pendant 2 minutes. Mais c'est quoi un peu vraiment les points qui vous ont dit OK, c'est pas un business model qui est scalable, c'est pas aligné avec ce qu'on veut faire, parce que là c'est du concret pour le coup, c'est pas de la théorie. J'aimerais bien connaître ça. Je te laisse parler, Benoît. Ouais, mais déjà, je trouve que ta question est bonne. Tu vois, c'est hier on parlait avec Tommy de métaphore, mais c'est un peu genre dire est-ce que le chocolat c'est bon ou mauvais pour la santé? En fait, si t'en manges juste un carré, c'est pas mauvais, et si t'en manges une tablette tous les jours, là, ça devient mauvais. Et le étiquette c'est pareil. Donc je suis 100% aligné. C'est plus, c'est un véhicule en soi, et c'est juste est-ce que je sais le faire tourner? Et on aura l'occasion d'en discuter. Et après le low ticket, nous en plus on l'a vraiment bien expérimenté parce que quand on était freelance pour nos clients, on a scalé des clients en low ticket avec des produits à 47 balles et faire plusieurs millions avec 47 euros. Donc, faut y aller. On a poncé le sujet. Et pour nous aussi, on a fait quelque chose comme pas loin de 2 millions, je pense, avec un produit à 97. Et le vrai truc chiant, en fait, qu'on a vécu, c'est effectivement le côté de plus se sentir aligné avec les clients parce que tu attires les pires clients. Alors, certes, nous, on avait la chance d'avoir beaucoup de transformations, mais on sent qu'ils sont pas engagés. Ils demandent réellement beaucoup de remboursements, etc. Et il
il y a une phrase un peu classique qu'on voit sur LinkedIn parfois ou sur Insta ou quoi, en mode client à 10 000 euros, facture envoyée, ça y est, j'ai payé. Client à 7 euros, ouais, est-ce qu'on peut faire un call? Attends, est-ce que je peux payer en 3 fois? Et tu prends le CPF et en fait, je peux avoir un remboursement, est-ce qu'il y a une garantie? Et automatiquement, alors je n'ai pas la raison exacte, mais dès qu'on augmente le prix, on attire des clients de meilleure qualité. Et nous, c'est ce qu'on voulait en tout cas pour notre business. Et le problème du low ticket, c'était aussi la complexité où tu n'as pas le droit à l'erreur. En fait, tu es obligé d'avoir 100% de micro-optimisation partout. Sinon, du fait du prix, tu n'es pas rentable et automatiquement, tu perds de l'argent. Donc, alors que le high ticket, tu as plus de marge, quoi. Même si tu es un peu mauvais, si tu dépenses 1000 euros en pub, tu arriveras à faire 2000 euros, 2500 euros. Alors qu'en low ticket, si tu dépenses 1000 euros, si tu fais 1500 euros, déjà, c'est très bien et la majorité des gens seront même perdants, quoi. Non, mais ce que j'allais rebondir, c'est sûrement souvent ce qu'on a tendance comment dire, à projeter des clients qui savent pas trop. Ils vont se dire, OK, ben, high ticket à 97 euros, ça va me prendre moins de temps. Low ticket à 97 euros, ça va me prendre moins de temps, etc., etc. Sauf que la vérité, c'est que c'est aussi compliqué, à mon sens, voire plus compliqué, de vendre une offre à 97 euros à un client qui est broke ou qui a un mindset, justement, qui est pas du tout, on va dire, high level et qui a jamais investi en lui, plutôt que de vendre un accompagnement où il y a une véritable transformation à 5000 euros. Sachant que ces accompagnements, souvent, ce sont des personnes qui vont racheter, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu veux aussi. Si derrière, réellement, tu veux apporter des résultats à tes clients et ce qui est important pour toi, c'est les résultats clients que tu apportes, je suis désolé, mais low ticket, c'est pas ça qui va transformer la vie d'un client. Ça peut apporter des déclics ou autres. Après, je pense qu'on pourra en parler, mais pour moi, voilà, il y a tout qui fonctionne. Après, c'est une question de qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu priorises en fait pour ton business, quoi. Mais on pourra en parler. Ouais, 100%. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, parce que du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de closer des offres de 200, 500 euros à 47 000 euros. C'était beaucoup plus dur de closer celle à 500 que celle à 47 000 euros, vraiment. Parce que l'awareness du prospect elle est totalement différente par rapport à l'investissement, son passage à l'action, comprendre la valeur aujourd'hui. Enfin, vous quatre, enfin vous trois du coup, et moi aussi, je sais qu'aujourd'hui, on regarde pas un prix pour regarder un prix, on regarde juste qu'est-ce que ça va nous apporter derrière. Et en fait, ça c'est commun pour nous parce que ben voilà, on a évolué dans ce domaine-là et c'est commun pour beaucoup de gens. Mais ce qu'on voit pas, c'est les gens en dessous et je peux les comprendre, hein, mais qui voient juste tout en prix et 500 euros en fait pour eux. Et ils se disent juste putain, je vais perdre 500 euros sur mon compte en banque et ils n'ont pas le mindset pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc l'énergie que ça va demander par rapport au retour sur investissement, pour le coup, c'est une catastrophe. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment vécu en tant que closer et même en tant que manager où on avait des downsells. Ben, c'était beaucoup plus complexe de vendre des downsells. Les closers, ils passaient autant de temps à vendre un produit à 200 euros que vendre un produit à 5000. Ah, c'est Réellement. Donc, il y a la vraie part d'énergie aussi qui rentre en compte. Je pense que quand on est entrepreneur, aussi, on veut acheter du temps. Et il y a ça qui rentre en compte, l'énergie et l'impact que ça va avoir sur nos prospects et nos clients. Comme il a dit Alex, ça c'est sûr. Même les campagnes marketing en 2017-2018, c'était vraiment pas cher les CPM. Aujourd'hui, à chaque année, le CPM augmente et c'est beaucoup plus difficile d'acquérir un client. Et imagine si tu veux vendre un produit à 97, il faut que tu dépenses, allez, plusieurs centaines d'euros et t'es même pas certain d'être rentable, tu vois. Ça va être très difficile d'être rentable. Soit tu perds de l'argent, soit tu break even. La ticket, en tout cas, de notre côté, c'est beaucoup plus simple dans le sens où tu as plus de marge pour être rentable, etc. Et il faut aussi comparer juste ce qui est comparable. Enfin, tu peux pas comparer une personne qui est à la page 50 et toi tu es à la page 3. On en parlait tout à l'heure, Joseph. Mais il faut vraiment aussi arriver à comprendre ses forces et ses faiblesses. Et une personne qui fait des dizaines de millions de vues tous les mois avec son audience, etc., elle aura jamais le même impact qu'une personne qui se lance. Si moi, demain, je veux me lancer, parce que personne me connaît en soi ou pas autant. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est de pas juste vouloir dupliquer un système qui fonctionne pour une personne et comprendre pourquoi il fonctionne pour lui et qu'est-ce qui ferait que potentiellement il pourrait ou pas fonctionner pour toi. Parce que chacun est différent, chaque audience est différente, chaque niche est différente. Et je pense que aussi la clé du high ticket, c'est justement de pouvoir en fait avoir une scalabilité importante, entre guillemets, peu importe de où tu pars. Une fois que tu as des compétences solides, si tu arrives à créer un bon système, tu peux aller chercher beaucoup plus de résultats que si tu veux vendre à 17 euros, si tu veux faire 1 million, il va falloir aller chercher des clients, quoi. Ou alors, faut que tu aies une grande famille, mais ça va être compliqué. Ouais, il faut que tu sois aussi fort que Benoît pour ce qu'elle C'est est. ça. Mais genre, nous, on a des clients dans Sking Circle qui bossent en low ticket et c'est parce qu'ils veulent, comme disait Alex, et c'est un véhicule qui est adapté à eux. Et on faisait les maths avec un client cette semaine. Il est arrivé chez nous, il faisait à peine 10 000 euros par mois. Là, il va finir à 25 000 ce mois-ci, stabilisé. Il va faire plus mois après mois. Et en fait, je lui disais, regarde, si tu ajoutes un back-end high ticket, là, ils vont à 97 euros.
En fait, si tu upsell ne serait-ce que 2% de tes clients, donc rien du tout, tu feras plus d'argent avec ton high ticket qu'avec ton low ticket en 100% profit. Et c'est aussi bien. Donc rien n'empêche d'avoir du low ticket to high ticket, mais la réalité c'est que ouais, ça fonctionne vraiment très peu. Alors que l'inverse est vrai, vaut mieux avoir un produit high ticket en front parce que comme ça, tu attires des bons leads. Et si jamais il y a une question de logistique financière qui est une réalité pour beaucoup de gens, tu peux avoir un produit un peu de secours qui servira de SaaS, mais il a déjà été pitché sur l'offre high ticket et donc son intention est complètement différente. Et je compare ça un petit peu à quelqu'un qui va chez Hermès, par exemple, il veut s'acheter un sac à 15 000 euros. Ben, déjà, il pourra pas parce que bon, il y a des listes d'attente, etc. Mais admettons, même s'il voulait, il pouvait pas. En attendant, il peut s'acheter la bague à 300 euros. Comme ça, il rentre dans l'écosystème Hermès, il a sa petite carte client, il se sent partie intégrante de la marque. Et ensuite, il pourra ascend sur le produit à étiquette. Mais si Hermès faisait des trucs cheap à 10 euros, en mode tiens une bague ou un super foulard, et après tu viens prendre mon truc à 15 000 euros, ça marche pas. Les gens viennent parce qu'ils savent que c'est cher, ils prennent un truc pas cher en attendant parce que ça correspond à leur réalité, mais ils ont toujours dans leur tête le fait que ça coûte cher et qu'ils ont envie et ça rend le truc encore plus sexy et désirable. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans cette stratégie high ticket en acquisition, potentiellement un low ticket en back-end et pas l'inverse. Ouais, ouais, puis ce que tu dis, c'est intéressant, tu vois, déjà l'impact que ça peut avoir au niveau d'image de marque, de ton image de marque. Et comme tu dis, je pense que le low ticket to high ticket, ça peut fonctionner, ou même l'inverse. Mais ce qu'il faut voir derrière aussi, c'est tout le défocus que ça t'apporte, tu vois. Et ça te rajoute des contraintes, en fait, dans ton business, d'avoir les deux. Plutôt que déjà d'être focus sur un, et Dieu sait que déjà c'est compliqué, de déjà juste avoir une offre high ticket ou low ticket, ou plus high ticket du coup, et être focus, être parfait dedans. Parce que l'high ticket, outre le marketing, ça va te demander, c'est juste une petite parenthèse, mais ne pas oublier que vendre du high ticket, c'est délivrer aussi derrière énormément de valeur. Donc, à mon sens, tout le monde ne peut pas vendre du high ticket, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Ils devraient peut-être vendre du low ticket. Il y en a même peut-être beaucoup qui devraient vendre du low ticket sur cette partie-là, mais pas oublier les compétences. Mais derrière, juste ouais, pour ce que je voulais dire, c'est que ça apporte énormément de défocus. Et ça, très peu de personnes le voient. Et ça rajoute de la complexité, et tout le monde n'est pas capable de le gérer. Donc pour moi, encore une fois, c'est bien, mais pas pour tout le monde, et à mon sens, pas au départ. Après, c'est mathématique, hein. De toute façon, c'est ce que disait un peu Tommy tout à l'heure, quoi. Admettons, tu veux faire ne serait-ce que 50 000 euros par mois. Avec une offre à 5 000, il te faut 10 clients, tu vois. Et c'est souvent l'argument des pros high ticket, mais en même temps, c'est une réalité du terrain. Et nous, on l'a vécu en passant de 97 à 697, à 997, à 2000, à 3000 avec Joseph, et même une offre à plusieurs dizaines de milliers d'euros aujourd'hui. Genre, on le voit, plus on augmente le prix, plus c'est facile de vendre. Et à chaque fois, on se dit, OK, pourquoi on se fait chier à vendre à 3000 alors qu'en fait, on a des offres à 20, 25K. Bah non, en fait, c'est plus simple. Tu prends deux clients ou quatre clients à 25K, t'es à 100K. Donc, ouais, il y a cette réalité aussi. Mais si on est OK d'apporter de la valeur derrière, et tu fais bien de le mentionner, quoi. C'est trouver le bon équilibre en fait, c'est vraiment ça. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à qu'est-ce que tu veux faire. Aujourd'hui, est-ce que tu veux juste avoir un business pour t'en occuper 2 heures par jour et faire du cash, ou est-ce que tu veux vraiment créer un impact, tu vois, créer un mouvement, quelque chose comme ça. Moi, je le vois aujourd'hui avec toutes les personnes qu'on manage dans le pôle commercial. Enfin, je me verrais mal vouloir vraiment impacter la vie des gens et avoir un produit à 17 euros où je donne 10% de ce que je sais. J'aurais du mal, tu vois. Donc après, encore une fois, ça peut faire partie du process, comme tu as dit Benoît, ça peut être intéressant, ça peut être un premier pas, etc. Mais si on veut vraiment créer des déclics, pour moi, le high ticket, ça va vraiment, déjà eux-mêmes, ça va engager les gens émotionnellement, parce qu'on sait très bien que si aujourd'hui le programme qu'on vendait à 3 000 ou 25 000, on le vendait 10 fois moins cher, les gens ils mettraient 10 fois moins d'efforts. Ça c'est logique. Et pour le coup, j'en suis la preuve vivante aussi. Quand j'ai investi la première fois en moi, j'ai investi 8 000 $. J'avais 2005 sur mon compte en banque. Ok, je me suis bougé les fesses, quoi, parce qu'il fallait que j'aille rembourser. Donc, mon implication, en fait, je suis passé de, c'est une option à c'est une priorité pour moi de réussir. Si le programme là, il était juste à 1 500 euros, j'aurais jamais eu les mêmes résultats. J'en suis persuadé. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Donc ça, c'est du côté du prospect et du client. Et nous, de notre côté aussi, plus on va avoir d'impact forcément, plus on va avoir aussi un prix qui est haut pour pouvoir livrer réellement de la valeur et aller vraiment changer la vie des gens, en tout cas transmettre au maximum notre pourquoi. C'est un des leviers principaux pour moi, en tout cas le high ticket, quoi, pour le coup. Et Joseph, peut-être, est-ce que toi, encore une fois, tu es là vraiment depuis longtemps, tu vois, dans l'industrie, et peut-être les gens ne le savent pas, mais tu as fait beaucoup de business. Genre, il y a 10 ans, tu étais déjà là. Moi, j'étais même pas né. Et Et moi, Tommy, il n'existait pas, il était à l'école.
Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une crise de la confiance et les gens ont de plus en plus de mal à acheter sur Internet et tout ça, ou ça, au final, c'est du bullshit et c'est ce que les gens se disent pour justifier leur échec, tu vois? Ouais, j'allais justement vous demander pourquoi si le high ticket c'est si simple, alors comment ça se fait que les gens disent que c'est mort et c'est plus difficile à vendre le high ticket. Mais ouais, quand j'avais commencé et on travaillait avec des clients, on faisait principalement low ticket et c'était un truc tout nouveau, tu vois, les publicités sur Facebook, sur YouTube et le marché n'était pas bombardé de milliers, de centaines d'offres avec des messages marketing de partout. Et là, 10 ans plus tard, ben dis-toi que le marché a été brassé, il y a des pubs à chaque jour, les gens sont littéralement bombardés à chaque jour du même message, ils se sont fait arnaquer, ils ont acheté des produits low ticket, et du coup, c'est pour ça que tout le monde a transitionné sur les produits high ticket, tu vois. Et à mon sens, je pense que les gens qui disent que le high ticket c'est mort, c'est parce que, un, leur produit est pourri, deux, marketing est pas bon, et trois, ils n'arrivent pas à délivrer et créer de la vraie transformation chez leurs clients. Et je Donc, rajouterais même quatre, ils n'ont pas l'équipe, pardon, désolé de te couper Joseph, mais quatre, ils n'ont pas non, ça va. l'équipe aussi pour. Est-ce qu'ils prennent des décisions sur le high ticket, c'est mort par rapport à eux, leur expérience et du concret, ou juste par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à performer, que ce soit eux ou leur Hmm. équipe ou leur closer qui leur Et, dit que c'est trop cher, 3000 euros et que c'est pas possible, ou que passer de 2005 à 2009, ça a tout changé et que les prospects veulent plus passer à l'action. Encore une fois, Ouais. par rapport à qui tu prends des décisions aujourd'hui, est-ce que c'est des B players ou est-ce que c'est des A players? Est-ce que c'est du concret ou est-ce que c'est juste de l'imaginatif? Hmm. mais Et- outre tout ça, tu vois, pour moi, c'est surtout bah, du coup que les gens n'ont pas les compétences, tout simplement. Et que J'allais je pense justement qu'on est dire sur ça, ouais. un marché, moi le premier, hein, il y a longtemps, tu vois, où on a tendance à, dès qu'il y a un peu une difficulté, à se dire, OK, ça va être plus facile ailleurs, et vouloir choisir la facilité plutôt que, ou dès que ça commence à être ennuyeux et qu'on commence à avoir un business qui est ennuyeux, ben, on a tendance à vouloir aller sur la nouvelle opportunité du marché. On voit des marketeurs qui présentent le low ticket comme quelque chose de nouveau, alors que ça fait déjà des années que ça existe. Il y a des cycles après, mais je pense que les gens ont tendance à, voilà, à première difficulté, se dire, OK, je vais aller chercher de la facilité ailleurs, chercher du nouveau, plutôt que de persévérer. Et moi, personnellement, toutes les personnes que je connais qui ont énormément de succès, ce sont des gens qui ont su rester focus, même quand c'était compliqué, même quand c'était chiant, et qui font la même chose tous les jours pour devenir excellents. Et on en parle tout le temps, genre la seule façon de se démarquer et d'avoir des résultats, c'est juste d'être vraiment bon dans ce que tu fais. Et la majorité des gens qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils sont pas vraiment compétents, tu vois. Ils ont pas les skills du marketing, ils savent pas faire les sales, ils savent pas faire un bon produit, ils savent pas délivrer, genre. Et c'est pour ça que le business s'effondre, tu vois. Donc, faut juste Ouais. être Ouais. compétent et bon, quoi. C'est tout. C'est Pour simple. résumer ce que vous venez de dire entre Joseph, il faut être bon et Alex, il faut être focus. Je me souviens, c'est Sam Ovens qui nous avait dit ça au Mastermind. Il avait dit, les gars, si vous voulez réussir, en fait, on peut le résumer en une seule phrase. Faites les choses bien, faites les choses longtemps. Et si vous continuez de les faire les choses bien et pendant longtemps, vous allez forcément avoir des résultats et des résultats largement supérieurs au marché. Et je trouve que c'est tellement vrai. Et je vois trop de gens qui arrivent, ils trouvent un truc, ça marche pendant 3 mois. Et soit c'était un hack qui marche plus et donc le business s'écroule, soit eux, comme tu disais Alex, ils sont des focus, ils partent sur un nouvel objet brillant, ou bref, ils tolèrent plus le succès parce qu'il y a aussi ce truc-là aussi. À partir du moment où on a un certain succès, ça peut monter à la tête ou on commence à prendre des mauvaises décisions. Mais si on fait les choses bien et on fait les choses longtemps, genre ça peut pas ne pas marcher, peu importe qui on est. Nous, on le dit à nos freelances qu'on forme dans le copywriting, mais je le dis aussi à des clients qui font plusieurs millions à l'année. Fais les choses bien, fais les choses longtemps, fais toujours la même chose, améliore d'1% chaque jour, et forcément ça va fonctionner. Et pour faire un autre petit parallèle, quand j'ai commencé, moi je faisais pas mal de SEO, et il y avait une technique qui était basique, c'est tu prends le premier article, tu regardes combien il fait de mots, et tu fais plus et tu fais mieux. En fait, s'il fait 3000 mots, bah, tu fais 5000 mots d'une meilleure qualité et bah, théoriquement, tu auras plus de résultats. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui sur le marché et ne plus se contenter de faire des choses basiques. Je pense que la réalité aussi, c'est que le marché s'est professionnalisé. On voit les gens qui investissent plus dans des studios de podcast, dans des grosses prods pour des pubs, qui ont des grosses équipes de coaching, de livraison, qui font des super événements et tout ça. Bah, ça, ouais, c'est une réalité où aujourd'hui, si on veut avoir plus de résultats, faut aussi, je pense, augmenter ses standards et ne plus se contenter d'être l'infopreneur en slip dans sa chambre ou dans sa villa louée, quoi. Non, mais 100%, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que le marché, il évolue. Et pour moi, une des qualités principales, c'est l'adaptabilité, en fait, de avoir le juste milieu qui est pas facile, mais entre, OK, je reste focus sur mon business model et sur ma zone de génie, mais par contre, je vais m'adapter aux nouveautés et à quel point le marché, il fluctue. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle, il y a un peu ce truc là de la ticket, ça fonctionne plus, ou
ou plus du tout. C'est juste parce que les standards évoluent. Et en fait, il y a ceux qui vont suivre les standards et qui vont continuer à s'améliorer, et il y a ceux qui vont passer en dessous des standards. Ceux qui vont passer en dessous des standards, ben, ils vont chercher une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité. Donc, il y a une réalité quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joseph, que ce soit pour le coup sur le low ticket ou le high ticket, il y a beaucoup plus de monde. Oui, il y a beaucoup plus de monde, donc le marché évolue. Les gens de manière générale aussi, ils se développent, quoi. Ouais, ils sont beaucoup plus aware, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer ou qui prennent pas les bonnes solutions. Donc ça, pour le coup, c'est une réalité. C'est un élément extérieur qu'on peut pas maîtriser. Dans ce qu'on peut maîtriser, c'est comment on peut être encore meilleur aujourd'hui pour que cet élément extérieur, il n'ait pas un impact sur nous. En tout cas, il n'ait pas un impact aussi fort que les personnes qui switchent de business. Donc, je pense que c'est ça aussi la clé. Mais il y a une réalité derrière. On va pas se mentir. Il y a une réalité, beaucoup plus de concurrence. C'est plus dur de manière générale. Ben, vous, en marketing, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les chiffres aussi explosent. Nous, on le voit côté sales, de plus en plus de concurrents, de moins en moins de confiance. Faut aller plus créer des liens aussi avec ça. Donc, cette réalité-là, elle existe. Maintenant, pour moi, c'est le cœur du problème. Encore une fois, c'est pas high ou low ticket. C'est est-ce que tu vas être meilleur que les autres ou moins bon, quoi, tout simplement. Ouais. Et je vais demander à Benoît ensuite, côté sales, niveau marketing, alors qu'est-ce qu'on a fait nous pour pouvoir rassurer les gens, augmenter le taux de confiance? Et ensuite, pareil, Alex et Tommy, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté commercial sales pour rassurer les gens? Comme ça, ils viennent sur l'école, ils sont beaucoup plus rassurés et ils passent à l'action beaucoup plus rapidement. Juste une bonne question, je crois. Ouais, sachant que on a mis des choses en place, mais la réalité, c'est qu'aussi aujourd'hui, enfin, on a quand même un bon système et on arrive encore aujourd'hui. Et quand je le dis, les gens ne me croient pas. Genre, on prend des inconnus qui ne connaissent pas notre véhicule, qui ne connaissent pas ma tête ni notre entreprise, et on les convertit sur 5 à 7 jours, 10 jours grand maximum 5. sur des offres high ticket. Et 5. voilà, mais je voulais être conservateur pour pas que les gens, voilà, mais sous 5 jours, on transforme des inconnus en clients high ticket sur une offre à 3000 en l'occurrence. Et ça existe encore aujourd'hui sur le marché. Et il y en a beaucoup, en fait, c'est simplement, ils connaissent même pas leur time to sell, ils savent pas générer des calls, etc. Donc ça revient encore aux compétences. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est qu'on a su adapter notre message à un marché de plus en plus saturé. Et ça, on l'a fait dès le départ pour le coup, même s'il y avait moins besoin en 2020. Où à l'époque, alors je sais plus l'anecdote, tu le sauras peut-être mieux que moi, Joseph, mais genre je crois que c'était Dove, une marque de savon à l'époque, genre qui avait saturé le marché, où il y avait déjà un concurrent et Dove sont arrivés. Et en fait, ils ont créé un nouveau message pour se différencier des autres. Et automatiquement, ça a été banger, ils ont fait des ventes incroyables. Et aujourd'hui, le marketing, c'est pareil, tu peux plus te contenter de dire comment gagner 2000 euros par mois depuis ton ordinateur. Tout le monde fait déjà ça, en fait. Donc, faut créer ce qu'on appelle des mécanismes uniques, etc. Bref, faire du vrai marketing, travailler son message. Et ça, automatiquement, ça permet de se différencier. Et nous, en 2020, ça s'appelait la méthode du fichier Word. Donc, c'était un truc nouveau, unique, qui apporte de la curiosité. Et derrière cette idée-là, c'était juste l'idée que tu peux gagner ta vie en rédigeant des documents Word, à savoir être copywriter. Mais parce qu'on avait cette réflexion de se dire, OK, les gens, ils voient déjà beaucoup de messages marketing, gagnent de l'argent. Les gens, ils n'ont pas de véhicules qui sont brandés, etc. Donc, nous, on avait brandé ça. Et ça, c'est un truc qu'on a mis dès le début, qu'on a pu peaufiner ensuite. Aujourd'hui, on joue sur le véhicule de l'IA. Mais je pense que c'est le message marketing, c'est la base de tout, en fait. Et ensuite, au niveau sales, parce que c'est pas juste marketing, il y a aussi le côté sales qui rassure les prospects en amont avant de venir sur l'école pour pouvoir mieux les closer et les aider à passer à l'action. Ouais. Nous, on a fait 30% de commission pour les closers. Ouais, ils vont pas lâcher les procès. Non, je rigole, mais je vais laisser aussi après Alex expliquer. Mais principalement, ce qu'on a voulu faire, c'est en collaboration avec le marketing, c'est comprendre, OK, aujourd'hui, c'est quoi, concrètement, c'est quoi qui peut bloquer? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moins de confiance parce qu'il y a plus de gens aussi, parce que les gens aussi, on peut faire plus d'erreurs, etc. Donc, vraiment comprendre c'est quoi l'objection de fond, la vraie objection, hein. Je parle pas du je vais réfléchir ou je dois en parler à ma femme, mais la vraie objection qu'il y a derrière vraiment dans nos prospects aujourd'hui et essayer de voir, OK, nous, dans notre processus de vente, comment on va pouvoir s'adapter aujourd'hui pour pouvoir les faire gapper au maximum sur cette confiance-là avec le peu d'échanges qu'on va avoir. Donc, par exemple, dans le pole setting, quelque chose qu'on a fait, c'est qu'on a, nous, personnellement, recruté des setters, en tout cas certains, qui connaissent déjà notre produit, qui ont déjà eu des résultats dans ce qu'ils vendent. Ce qui fait que forcément, aujourd'hui, si tu parles à une personne qui a déjà eu les résultats que toi, tu veux avoir, la confiance, elle est beaucoup plus haute que si tu parles à une personne qui te parle d'un produit qu'elle-même n'a jamais fait. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est game changer. Ensuite, c'est qu'on a éduqué, on a élevé nos standards de nos sales, donc que ce soit les setters ou les closers, sur OK, comprendre c'est quoi concrètement le goulot potentiel d'étranglement qu'il peut y avoir. Et si la personne, elle avait besoin d'avoir 1 ou 2 points maximum pour être rassurée,
ce serait lesquels? Et après, on les a mis en place, on en a parlé dans le dernier podcast, mais dans tout le process, notamment de nurturing entre le setting et le closing, ben, comment dans ce process-là, on va pouvoir faire gapper un peu les prospects, les passer de 6 à 7, 8 sur 10, pour qu'ensuite le closer, il ait beaucoup plus de facilité pour finir. Mais de manière générale, c'est juste des compétences qui sont beaucoup plus hautes et en collaboration avec le marketing, ça c'est ultra important. Vous les gars de votre côté, vous avez développé votre branding, on a mis les résultats en avant, on a mis en avant ce que les gens aussi ils avaient besoin de voir et d'entendre, ce qui est normal. Nous, côté sales, on a juste appuyé sur ce levier-là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, pour rebondir sur ça, je vais rebondir sur le travail d'équipe. La première des choses, je pense, pour rajouter ce que tu dis, Tommy, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute du marketing, être à l'écoute de tes setters, être à l'écoute de nos closers, être à l'écoute de tes clients aussi, de tes prospects. Si tu veux augmenter la confiance aujourd'hui avec tes prospects, c'est être à l'écoute du marché, tout simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de marketeurs qui oublient aussi, et des vendeurs, hein, qui oublient de se reconnecter de manière régulière à leurs prospects, au marché, à poser les bonnes questions tout simplement et écouter pour améliorer sans cesse. Donc ça, je pense que c'est un des points les plus importants, c'est l'écoute en fait, l'écoute active et poser aussi les questions. Et après, derrière ça, pour rajouter quelque chose de complémentaire avec Tommy, je pense que la confiance, elle se crée en ajoutant des choses. Donc, on a optimisé en ajoutant des choses aussi au niveau du marketing, etc. Que ce soit des passages dans des journaux, bref, etc. Mais par contre aussi, la confiance, elle peut se détruire aussi. Et ce qu'on a, un travail qu'on a fait aussi avec Tommy et nos closers, ça peut se faire aussi au niveau du marketing, c'est repérer dans tout ton tunnel de vente qu'est-ce qui crée de la confiance, mais qu'est-ce qui détruit aussi la confiance. Et souvent, dans ton processus de vente, si tu vas analyser les appels de tes setters ou de tes closers, pardon, il va y avoir des phrases, des mots, des postures, des fois, qui vont faire que là, ton prospect, il va baisser la garde. Enfin, il va pas baisser la garde, il va juste au contraire l'ouvrir et se dire, oh, warning, attention. Là, ça sonne vendeur ou il y a arnaque et anguille sous roche. Donc, c'est analyser aussi qu'est-ce que toi, dans ton process, tu peux peut-être enlever, supprimer et faire conscientiser à tes closers pour qu'ils ne détruisent pas la confiance aussi. Non, mais 100%, ça remet sur l'adaptabilité, en fait. Le marché évolue, donc si tu continues à faire la même chose que la majorité des gens, tu auras les mêmes résultats que la majorité des gens. Donc, comment tu peux te différencier? Et plus le marché évolue, plus les gens ils sont aware, plus il faut que tu aies une approche différente aussi. Même la vente en elle-même, ça a beaucoup changé. En 10 ans, tu vois, ça a énormément changé aujourd'hui. Et ce que les gens font de 10 ans, ça fonctionne plus ou moins. Donc, c'est cette capacité de s'adapter. Tu vois, juste pour rajouter, justement, ça me fait penser, bon, c'était il y a un an et quelques, un an et demi, 2 ans. Et c'est même moi, quand je closais à l'époque, il y a 4 ans chez Julien Musier, où je me disais, OK, en fait, comment tu crées de la confiance, comment tu la détruis, tu mets du warning. En fait, la plupart des closers, ils perdaient la confiance des prospects dès leur premier mot. Pourquoi? Parce que ils avaient tous le même cadrage. Ils commençaient tous le même appel. Et il y avait des prospects où ça faisait déjà 2 appels qu'ils avaient fait, 3 appels avec des concurrents. Et toi, tu arrivais en tant que quatrième closer où tu répétais exactement le même cadrage que vous avez tous appris dans les formations ou avec Dan Locke, Ticket Closer, peu importe. Ils avaient tous le même script où ils disaient bêtement, alors dans un premier temps, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Moi, jusqu'à changer, qui m'a permis de faire beaucoup plus de closing et de créer justement de la confiance aussi au niveau de ma posture, c'était juste faire un cadrage différent qui était tout simple, qui était, hey, comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui, tu vois. Et juste déjà, c'était, ok, lui, il est différent. Il fait pas comme tous les autres. Ça sonne pas vendeur, closer comme les 3 autres que j'ai eu avant. Donc, je rafraîchis pas la mémoire de mon prospect de, hey, attention, closer, et je suis différent. Et je pense qu'il y a toujours se poser cette question de, encore une fois, dans nos process, comment est-ce que je peux être différent et pas sonner sales pur et dur, quoi. Ouais, mais pareil dans le marketing au final. C'est ce que j'allais dire, ouais. Pareil dans les pubs, dans le tunnel. Si tu dis la même chose que les autres, ça marche pas. Et je pense la différence entre aujourd'hui et il y a 5 ans, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, la médiocrité, elle a plus sa place. Avant, n'importe qui pouvait lancer des Facebook Ads avec 10 euros par jour, faire un petit tunnel à l'arrache, une VSL qui était pas une VSL où c'est juste le mec face cam qui suit un script bidon en 5 minutes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et ceux qui essayent de le faire, et on le voit, au bout de 10 jours, ils ont coupé les pubs et ils recommencent à zéro, ils recommencent, etc. Et ouais, on peut plus être médiocre et faire les choses. On peut faire des choses basiques et simples, mais on peut pas les faire de manière pas approfondie. Genre, faut travailler, quoi. C'est juste la base. Je veux dire, c'est pas parce qu'on bosse en ligne et qu'on est des infopreneurs qu'il faut y aller en mode gitan et YOLO. Il y a un vrai travail sur l'offre, sur la livraison, sur le marketing, sur le sales. Et ça, je le vois de plus en plus où
on se structure comme des vraies boîtes alors qu'à la base, on est un peu des gitans-preneurs, on fait les trucs dans notre chambre, etc. Non, aujourd'hui, voilà, faut mettre en place des cultures d'entreprise, une vision d'entreprise, des règles tout simplement, des process, des SOP, chose que peut-être il y avait moins avant parce que c'était moins nécessaire, mais là le marché s'est complexifié et il y a besoin de se professionnaliser tout simplement, quoi. Joseph, quelque chose à ajouter du coup, aujourd'hui, quelqu'un qui aurait, je sais pas, des coûts par call qui augmentent ou il n'arrive pas à générer assez de calls, admettons qu'il fait du high ticket en l'occurrence, et il commence à se dire, bah merde, le high ticket, ouais, si vous êtes gentil, mais moi, ma réalité, c'est que le marché, il est compliqué. Les gens au téléphone, ils me disent, je dois réfléchir. Mes calls, ils me coûtent plus 50 euros, mais ils me coûtent 150 euros. Ce serait quoi un peu très rapidement, même si on n'a pas de contexte, un peu ce que tu auditerais, ce que tu regarderais pour essayer d'améliorer tout ça, quoi. Au niveau marketing, ce que je ferais, c'est je regarderai le tunnel au complet, mais je commencerai par le message, voir déjà si les pubs ils convertissent ou pas. Et pour rentrer vraiment technique, c'est commencer par le CTR, si on parle de YouTube Ads, voir si ton CTR a diminué, tu vois. Donc, s'il y a un mois, ton CTR était à 1,5 ou 2%, et là, 30 jours plus tard, 45 jours plus tard, ça a diminué à sous 1%, bah, tu sais qu'il y a un problème de pub et il y a un problème de message. Et généralement, ce que tu dois faire, c'est rafraîchir tes créatives, rafraîchir tes ads pour retrouver un bon CTR. Et là, tu pourras recommencer à avoir des beaux coups par lead, des bons coups par call, etc. Et ensuite, tu checkes ta VSL, est-ce qu'elle convertit toujours, oui ou non? Est-ce qu'elle est adaptée au marché, oui ou non, au niveau d'awareness, au niveau de sophistication? Et c'est ça qu'on a fait, nous. On a rafraîchi nos ads, on a amélioré notre VSL, on a littéralement amélioré chaque point de notre tunnel jusqu'à la partie sales. Et ouais, vraiment, il faut vraiment être minutieux et toujours optimiser chaque point du tunnel, que ce soit marketing ou que ce soit sales. Donc, j'aurais commencé par les Ouais. ads, juste pour résumer, Mais, quoi. ouais, c'est pour prendre une comparaison, c'est un peu genre faut prendre le pouls du business à travers les datas et ça on va le répéter je pense à chaque épisode. Offre, offre, message, avatar, data, structure, A-player, bon écosystème, c'est des choses qui sont inévitables. Et en fait, nous typiquement un truc qu'on fait et qu'on donne à nos clients sur Sking Circle, c'est de traquer toutes ces stats en daily. Genre tous les jours, tu reportes tes stats journalières. Et les trois quarts, ils disent putain, mais j'ai jamais fait ça, ça sert à quoi, c'est bizarre. Et automatiquement, tu arrives à avoir une tendance de ton business et tu comprends ton business. Tu commences à avoir des signaux comme le corps qui va avoir, je sais pas, la température qui augmente, tu vas avoir des mal de tête, tu vas transpirer, tu sais qu'il y a des signaux. Mais là, c'est pareil, petit à petit, ton CPC, il va augmenter. Tes coûts par lead, ils vont augmenter, tes sales, ils vont moins convertir. Ah ok, bah c'est peut-être que là, j'ai épuisé une poche d'audience, faudrait que je fasse un nouveau message parce qu'on n'a plus les bons leads. Et le fait de traquer en daily, en weekly et en hebdomadaire, ça permet vraiment d'être en contrôle de son business. Et pour moi, ça, c'est game changer plutôt que d'être dans l'émotionnel et de commencer à trouver des trucs. Oui, c'est le pont de mai. Oui, c'est les vacances. Oui, c'est Pâques ou je sais pas quoi. Et très vite, on tombe là-dedans, hein. Il y a beaucoup de Tout le nos monde dit clients ça, qui. ouais. Eh oui. Est-ce que vous, ce mois-ci, ça convertit pas? Ouais, c'est les fêtes, il y a un jour férié. Oh, tu te dis, qu'est-ce que tu dis? Ça, Genre voilà, c'est ça. Je déteste les gens qui te disent ça parce que pour moi, c'est genre ça n'existe pas ou c'est vraiment une micro-variation sur ton business. Et si tu en es à penser ça, c'est que tu es déjà dans l'émotionnel et plus dans les datas et dans le rationnel. Donc, en tout cas, un petit tip que je pourrais partager, c'est tout traquer de manière journalière par semaine et par mois. Prendre des décisions sur les semaines et sur les mois, pas sur les jours. C'est pas parce que du jour au lendemain, ton CPL il double, ça c'est pas très grave. Mais au moins, c'est vraiment la comparaison de j'ai le pouls constant de mon business, je sais comment il se comporte et je peux identifier des signaux de s'il va être malade ou pas et du coup prendre des actions pour améliorer ça, quoi. Ouais, 100%, mais c'est intéressant que tu parles d'émotionnel juste pour finir. Mais ce truc, comme tu l'as dit, c'est de traquer tous les jours. Mais par contre, de pas prendre aussi des décisions émotionnelles parce que d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, le taux de conversion il a baissé ou l'encaissé il a chuté, peu importe. De pas vouloir tout changer à chaque fois et comprendre qu'il y a des cycles dans le marketing, il y a des cycles dans la vente aussi. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Donc en fait, avoir cette capacité de regarder tout le temps les micro-détails, mais par contre, pour prendre des décisions, de pouvoir un peu prendre du recul, pour moi, c'est vraiment la clé aussi pour pouvoir scaler de la bonne des manières et pas changer tous les 2 jours aussi parce que Hmm, on finit le taux de closing et on va tout changer, on va passer en low ticket et on va arrêter la VSL, ouais. etc. Et surtout être patient. Il y en a qui sont tellement compulsifs et après 3 jours, ils m'envoient un message. Ouais, Joseph, je fais quoi maintenant? Je lui demande une question. T'as dépensé combien? Il me dit 30 euros. Je dis continue à dépenser. On se reparle dans 7 jours. Tu comprends? Il faut être patient. Tu peux pas, genre, du jour au lendemain, faire de l'argent et avoir la belle vie. So, il faut juste être patient et regarder les chiffres comme Benoît l'a dit et prendre des décisions purement sur les chiffres et
de manière rationnelle. Moi, je suis très émotionnel, mais là, je commence à m'habituer et à prendre des décisions beaucoup plus logiques. C'est difficile en tout cas, mais ouais, il faut le faire. Et par rapport à ça, ouais, c'est par exemple une erreur qu'on a commise, et ça on peut partager dessus avec Alex et Joseph. Tommy, tu n'étais pas encore là, mais c'est de changer qu'une variable à la fois dans votre business quand vous prenez des décisions sur les datas. Admettons, il y a une data qui est défaillante, mon coût par call est trop élevé, ok, je vais changer quelque chose, mais c'est une seule chose. Et nous, on a fait l'erreur qui nous a coûté des centaines de milliers d'euros, c'est de changer plusieurs variables. Donc admettons, on a changé l'équipe sales et on a changé le tunnel, on a changé le job form, on a remplacé les ads par des nouvelles. Et du coup, en fait, Changer le bah, business. on savait Ouais, plus ce qu'on fonctionnait ou pas. tout Et on s'est n'était écroulé pas même. capable de prendre on pouvait pas prendre une décision parce qu'on savait pas qu'est-ce qui a de l'impact ou pas. Donc, gardez 100% de votre chaîne de valeur et changez un seul élément. Ça peut être changer la page opt-in, ça peut faire une nouvelle ad, ça peut être modifier le form de candidature, ajouter un setter, supprimer un setter, ajouter un closer, peu importe, mais changer qu'un seul truc. Et franchement, nous, ça nous a fait perdre des mois et beaucoup d'argent. Donc, c'est Ouais, un bon juste tips, pour quoi. rebondir sur ça, ajouter une petite nuance, changer des gros éléments au tunnel de vente, mais toujours continuer à faire des petits A/B tests, genre entre les titres, tu vois, la description, les images, les trucs comme ça, pour aller chercher 1% extra à chaque jour. Et nous, on le fait constamment sur le tunnel. En back-end, là, j'ai des optimisations et des A/B tests sur les titres, sur la page VSL, sur la page de candidature, juste pour savoir qu'est-ce qui va mieux convertir, et ne serait-ce 5% de plus en conversion sur la page de candidature, ça va réduire ton coût par call de 10, 20, 30, 40% et ça va impacter énormément le ROAS. So, voilà. Hmm. Non, mais 100%, ouais. C'est important d'avoir le bon équilibre. Et si j'étais là au passage, Benoît, hein, pour le truc, parce qu'on l'a revécu après et du coup, on n'a pas fait la même erreur grâce à Oui, ça. oui, 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 oui. Mais la première fois, enfin, quand on a commencé avec Alex, on a tout changé et c'était de la Ouais. merde après. Il était de mes invités. Non, 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 mais c'est clair, c'est juste se rappeler de ces points-là qui sont hyper importants. Pour moi, c'est prendre des décisions les plus rationnelles possibles, donc basées sur des chiffres et changer un variable à la fois, quoi. En tout cas, un gros variable à la fois, quoi. C'est Hmm. clair. Et un truc aussi qu'il faut pas oublier pour ceux qui ont trop la tête dans le guidon, je pense, et qui se disent, bon, le high ticket c'est fini, les tunnels ça marche pas, les VSL ça marche pas, les ads ça marche plus, les vidéos YouTube ça marche plus, bref. Il y a toujours un truc qui marche plus. Là, j'ai signé un client, il me dit, ouais, LinkedIn ça marche plus, je fais moins de reach et tout ça. Mais en fait, c'est que le marché, ouais, il se renouvelle aussi et ça, faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, toi, tu crois que tout le monde a vu tes pubs, tu crois que tout le monde sait ce que tu fais, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être focus et continuer de matraquer, matraquer. Parce que les gens ne savent pas ce que tu fais en fait. Tu crois que oui, mais pas du tout. Et nous, il y a des gens qui nous suivent depuis 3 ans, ils savent toujours pas qui est Benoît, qui est Joseph, et il y en a qui m'appellent Joseph et qui disent sur des photos Joseph, ah salut C'est Benoît. tellement vrai. c'est c'est trop Et vrai. donc voilà, n'oubliez pas que vous avez la tête dans le guidon, mais les gens, ils en ont rien à foutre de vous, et c'est pas parce que vous avez fait une fois une vidéo ou une fois une story qu'ils connaissent votre vie et qu'ils connaissent votre offre. Donc je pense qu'il faut continuer de matraquer pour les gens existants. Et en plus, le marché se renouvelle. Donc il y a des gens qui avaient 15 ans il y a 5 ans, qui aujourd'hui ont 20 ans et sont des clients potentiels. Et il y a des gens qui avaient 50 ans, qui aujourd'hui ont 55 et qui maintenant sont plus aware du business en ligne et commencent à se mettre dedans. Donc pour moi, les marchés, ils sont illimités, à part si on est ultra niché dans un truc très spécifique en mode comment progresser au tir à l'arc. Ok, là c'est peut-être un peu spécifique, mais même là-dessus, tu vas avoir des nouveaux entrants, des nouveaux arrivants. Donc, faut pas oublier qu'il y a des cycles Chaque année. de vente, mais il y a aussi des cycles de nouveaux prospects qui arrivent tout le temps. Donc, c'est pour ça que ça marchera toujours. Les VSL, ça existe depuis 20 ans. Les webinaires, comme peuvent faire Jean et Jody, par exemple, qu'on connaît, ça existe depuis 20 ans. Ils ont rien inventé. C'est les mêmes méthodes que Russell faisait, que Dan Kennedy ou je sais pas qui faisait. Et tout ce qu'on évoque, c'est des trucs, enfin, on n'a rien inventé. La publicité scientifique de Claude Hopkins, je pense que c'est un livre qui date on n'était même pas né. Des Et années tout ce qu'on a dit, 80, je c'est, crois, 70. Ouais. ouais, il y a peut-être Joseph qui était né, mais c'est tout, quoi. Ouais, bien dit, Joseph. C'est 100%, ouais. Donc ouais, le marché se renouvelle, les méthodes fonctionnent. Juste le truc, c'est qu'il faut monter en niveau et il faut s'adapter et that's it, quoi. Ouais. Et juste pour finir, tu vois, tu parles ce truc de monter en niveau, mais enfin, moi en vrai, ça me choque toujours, tu vois, qu'il y ait des chefs d'entreprise, des closers, des marketeurs, peu importe, mais qui juste se forment pas, tu vois. Ouais, qui se forment pas et qui demandent tous les jours, en fait, à leur équipe, à eux-mêmes ou à leurs clients, de leur faire confiance, d'investir avec eux pour gagner du temps, gagner de l'argent, mais ils le font pas pour eux-mêmes, tu vois. Enfin, en vrai, c'est un truc, et encore plus dans les sales,
pourrais en parler pendant 15 ans, je vais pas le faire, sinon je vais m'énerver comme Zouzou au début. Mais juste, en vrai, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'être congruent et de pouvoir acheter du temps. Enfin, c'est quand même un des seuls trucs dans la vie où tu peux acheter du temps. Moi, je sais qu'en marketing, par exemple, je suis clairement pas un crack, mais de grandir avec Benoît, avec Joseph, en fait, ce que j'achète avec eux tous les jours, c'est toutes leurs années d'expérience, les 75 ans d'expérience de Joseph en marketing, et toutes les erreurs qu'ils ont connues, les centaines de milliers d'euros qu'ils ont perdus. C'est ça que j'achète avec eux, en fait. Et j'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment tu vas avoir de l'ambition et être un chef d'entreprise et vouloir faire un business sans vouloir déjà te faire pas assez confiance pour toi-même, pour investir sur toi, pour ton équipe. Donc, que ce soit avec nous ou sans nous, en soi, on s'en fout. Mais juste formez-vous, quoi. Franchement, formez-vous, allez chercher des compétences pour avoir un vrai impact. Et au lieu de vous poser 15 ans la question de est-ce que le high ou le low ticket, c'est quoi le mieux pour moi, bah, demandez à une personne qui va savoir et vous allez gagner 15 ans et des centaines de milliers d'euros perdus à droite à gauche, quoi. Ouais. Ça pourrait être un autre sujet, mais après, tu as les gens qui ont ah, mais je me suis déjà formé, ça je sais, je comprends ce que c'est les VSL, les marketing. Je sais ce que c'est, ouais. Ouais. Moi, je vois pas là, mais t'as ce genre, et ça, c'est un autre sujet, je pense qu'on pourra en parler sur la partie vente. Mais encore une fois, enfin, comme tu dis, c'est se former continuellement, quoi. Et encore une fois, conscientiser et derrière passer réellement à l'action, quoi. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des résultats, quoi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Tommy, genre là, cette semaine, littéralement, pour le coup, c'est très frais. J'ai onboardé un nouveau client Scaling Circle que je follow up depuis 1 an. Donc, je l'avais déjà eu en avril 2024 au téléphone. Il m'avait dit, ouais, t'inquiète et tout ça. J'ai continué de prendre des nouvelles, la température. Et là, je l'ai eu en call le mardi, je crois, ou lundi. Et il me dit, ouais, ben, en fait, je voulais le faire tout seul. Je voulais me prouver que je pouvais y arriver. Je vois que je suis stuck. Bon, ben, je viens de payer et on va débloquer ces paliers-là. Et il lui a fallu 1 an pour comprendre ça. Et au moins, il a réussi à le comprendre. Et là, il nous a rejoint. Et à peine rejoint, juste sur la partie audit de son business, genre, je lui ai fait remarquer des trucs qu'il ne voyait pas, qui pour moi, c'était un éléphant dans la pièce, où il paye trop cher des trucs, il y a des choses qui sont pas optimisées, etc. Et ça y est, il est déjà rentable sur un investissement à plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que je lui ai montré ce que lui ne voyait pas depuis des années, voire des mois. Et automatiquement, bah, il a un déclic et il peut avancer. Donc ça, c'était le premier point. Et le second point, c'est effectivement quand on investit en soi, bon, moi, ce que je vérifie, c'est, je le dis parce que je ne me suis pas fait scam, mais voilà, c'est vraiment est-ce que la personne a les résultats que je veux? Ça, c'est la base. Et il y a trop de gens qui mentent sur leurs résultats. Donc, est-ce qu'elle a vraiment les résultats que je veux et d'une méthode qui est alignée avec ce que je veux aussi, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je peux aller voir Russell Brunson, qui est le GOAT ultime, mais je me sens pas aligné dans son business, dans comment il travaille, etc. Et donc, bah, ça sera pas un mentor pour moi, même s'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Et le troisième point, c'est est-ce qu'il juste qu'il me prouve réellement ses résultats. Et je vois trop de mecs qui disent ouais, je fais 200K par mois, je fais 250K, je fais 300K. Juste ouvre ton Stripe, tu me le montres ou quoi. Parce que ouais, je me suis fait Et closer par des mecs qui me disaient faire des chiffres alors qu'en fait pas du tout. Et je faisais plus qu'eux. Alors évidemment, le CA, il n'y a pas que ça qui compte. Mais quand je vais chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est avant moi et c'est pas pour me former avec quelqu'un qui est derrière moi, entre guillemets, même s'il a des choses à m'apprendre. Et je me suis fait avoir. Donc faites juste attention à ça, surtout sur notre marché où il y a beaucoup de gens qui vont vite s'inventer des vies, etc. Soyez sûr de choisir les bonnes personnes parce que vous êtes aligné avec ce qu'elle fait et qu'elle prouve réellement ce qu'elle fait aussi, quoi. Et je rajouterais juste quelque chose, Benoît, à ça. C'est aussi, moi, ce que je regarde, en tout cas à titre personnel, c'est est-ce qu'elle a les résultats que je veux réellement, etc. Mais est-ce qu'elle a amené d'autres personnes aussi à avoir les résultats Oui. que je veux avoir? Parce que tu peux avoir des gars qui sont très chauds, mais en termes de transmission, tu vois, ils sont à chier. Donc je veux vérifier aussi, tu vois, le parcours des clients et ça m'intéresse toujours, en tout cas, de savoir. Maintenant, ça veut pas dire que parce que les clients ont eu les résultats, moi, à tout prix, je vais les avoir. Ça dépend de moi. Mais en tout cas, je vais regarder si cette personne-là aussi, son système, tu vois, euh, pour, euh, pour transmettre, il est viable ou pas, quoi. Mais il faut pas qu'ils mentent dans leur case study non plus, comme Ça, beaucoup. Comme et qui? après, ils disent que c'est grâce Non, je ne referai pas de nom, mais tu vois, des mecs qui ont des testimonials, ouais, ce client fait Ouais, 300K j'avais par pas mois et en entendu. Ouais. fait, il a ouais, fait bah, un moi, j'en lancement. connais qui se sont servis de mon image pour dire que c'était eux qui avaient construit une équipe commerciale, mais bon, on ne dira pas de nom. Non, non, Bah, non, vous non, aussi, les gars, pas. Ah ouais? hein. Bah ouais. Ok, je savais pas. Donc ouais, et en tout cas, moi, ce que je cherche après, malgré tout ça, quand je me forme, c'est vraiment d'aller chercher 1%. Genre, les gens, ils cherchent trop à avoir le Messi qui va tout changer. Et je sais pas, moi, si j'investis 20K, je me dis, si j'ai une micro-pépite sur un mini-sujet qui n'a rien à voir avec le truc pour lequel j'ai payé, je suis content et je suis allé chercher ce que je voulais. Donc, il y a trop de gens qui investissent en eux comme si ça allait révolutionner leur business.
Et moi, c'est ce que je dis à mes prospects sur Scaling Circle ou quoi. Enfin, si tu penses qu'on va tout faire à ta place et qu'on est le Messi qui va révolutionner ton business, ne viens même pas parce que ton intention est pas bonne, même si on peut avoir des résultats de malade. Moi, je veux quelqu'un qui est smart, qui a la tête sur les épaules et qui est prêt à avancer en comprenant ce que ça implique, quoi. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, le high ticket n'est pas mort. Les VSL ne sont pas mortes, les webinaires ne sont pas morts. Chacun choisit le véhicule qui est adapté. Et ce que vous pouvez retenir, c'est soyez meilleur, tout simplement. Ne justifiez pas votre échec par des éléments externes qui n'ont rien à voir de manière rationnelle avec votre échec actuel. Et juste, c'est OK d'avoir des moments plus bas. Juste, c'est à vous de progresser, tout simplement, quoi, hein. Je pense que ça peut être un peu la morale de l'épisode. C'est clair, ouais. Non, c'est clair. Bah, enfin, allez, pour rajouter, c'est rester focus, quoi, sur, comme il a dit Benoît, et arrêter d'être des papillons qui, dès qu'ils voient une lumière, ben, ils vont sur cette nouvelle lumière qui va être plus belle et encore plus lumineuse. Juste rester focus, quoi. Ouais, bah, that's it, Voilà. c'est bon. Ça fait le tour, ouais. C'est bien, ouais.